Bonjour chers visionneurs, chères visionneuses, j'espère que vous allez bien. On est heureux de se retrouver aujourd'hui, Studio La Capsule, avec une invitée qui va se présenter, avec qui on va passer un bon moment. On va bien échanger. Je rappelle que nous avons la chaîne YouTube. Si tu es abonné, tu peux activer la cloche, comme ça tu seras le premier à commenter. Nous avons nos réseaux, TikTok, Facebook, Instagram, partage. On a Tipeee aussi, je ne vais pas faire la voix que je fais d'habitude, Tipeee. Et voilà, tu retrouves toutes les informations sur notre page Instagram de la Night Media. Aujourd'hui, nous sommes avec Médalori. Comment vas-tu, Médalori ? Écoute, ça va. Est-ce que quotidiennement, tu as, comme ils appellent ça, des tips ? Quelque chose que tu fais quotidiennement tous les jours pour passer une bonne journée ? Ouais, quasiment. Parfois, bon, il y en a qui remplacent d'autres, mais je fais du gainage le matin. C'est-à-dire au sol ou... Oui. Je fais du gainage. J'en suis à 2 minutes. J'ai lancé un challenge gainage. On est un groupe de 50 personnes que j'encourage à faire du gainage quotidiennement et ça change tout. À jeun ? À jeun ou pas. Moi, je le fais à jeun, mais c'est pas grave si on le fait pas à jeun. D'accord. Et aussi, je danse devant mon miroir. Ça me met de bonne humeur. Donc, je choisis des musiques avec beaucoup d'affirmations positives et... Dès le matin ? Je me mets dans l'ambiance. Voilà. Non, parce que je pense à moi, forcément. Je ne suis pas dans ce cas. Il y a une semaine, il me disait oui. Oups là. Pas grave. Qu'il faut qu'on fasse de la marche ensemble, ou quelque chose comme ça. Qu'on s'active. Ah oui. C'est même pas flemme, c'est juste au réveil le matin, on est là et en fait on s'apitoie sur ou les douleurs, ou le fait qu'on n'ait pas assez dormi, ou qu'on soit pas assez chaud pour marcher, pour courir, pour faire ci, pour faire ça. Et après, la journée passe et on arrive. Voilà, il y a des toutes petites actions pour s'activer et parfois ça change tout dans la journée. Qu'est-ce qui te permet de faire ça tous les jours ? C'est quoi ? C'est l'habitude ou c'est... C'est l'habitude et c'est le fait d'être très positive dans l'ensemble. Donc j'ai envie de commencer ma journée avec de la positivité et d'être... En fait, celle qui décide. Et en fait, le matin, quand tu te lèves la tête dans le brouillard et que tu te laisses guider passivement vers ta machine à café, déjà, c'est pas toi qui décides. Donc, tu commences à te laisser Voilà. Tu commences à te laisser prendre par une journée qui t'impose des choses et c'est à toi d'imposer les choses à ta journée, en fait. C'est bon, le café. Mais je fais mon café, cependant. Mais voilà, avec un état d'esprit différent. Bon. Médalori, on s'est rencontrés au DTU, oui, que tu organises. Avant de venir sur toi, est-ce que tu peux nous expliquer l'impulsion de ce projet ? Oui, de ce projet. Alors oui, DTU, détecteur de talents urbains. Oui. En fait, j'avais eu à cœur de mettre ce projet en place depuis des années. J'ai commencé à le penser en 2018. En réalité, comme je suis une rappeuse des années 90 et que j'ai été confrontée à pas mal de difficultés dans cette passion de vouloir partager mon rap et de m'être sentie, en fait, je me suis sentie un peu bloquée. Il y a plusieurs paramètres qu'on fait que j'ai peut-être pas partagé mon art au plus grand nombre. Mais entre autres, je pense que le fait d'avoir de bonnes connexions et d'être bien entouré, c'est l'un de ces paramètres en fait, dont j'ai manqué. D'accord. Et il y a pas mal d'autres raisons, mais je pense que ça, c'est un des paramètres, parce que j'étais quand même assez seule. En tout cas, dans ma passion, j'avais des amis et tout, mais les connexions avec le rap, c'était compliqué. Et quand j'avais une connexion avec le rap, c'était souvent la jante masculine et c'était souvent assez compliqué puisque je savais pas trop si ils voulaient me produire ou se reproduire, tu vois. Donc du coup, ça me faisait plutôt peur. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en créant ce genre d'événement, ce genre de tremplin, ça pouvait permettre, en fait, de rassembler des bonnes connexions et dans un cadre assez bienveillant. C'est à partir du moment où toi, tu mets la bonne énergie dans le projet,
En fait, l'idée, c'est que des artistes qui sont émergents ou qui n'ont pas de connexion, justement, ou qui n'osent pas grandir parce qu'ils ont un peu le syndrome de l'imposteur, pareil comme je l'ai eu, se retrouver dans un contexte comme celui-là, que vous avez pu vous en rendre compte, où personne ne juge personne, où il y a des enfants qui passent, des familles qui passent, où on peut justement explorer son répertoire et le partager sans trop se poser de questions. Est-ce qu'on va rater? Est-ce qu'on va avoir la langue qui fourche? Est-ce qu'on va... Voilà, on est en mode pas répète, mais voilà, il n'y a pas de pression, quoi. Et du coup, créer ça, donner l'opportunité à des artistes, justement, de lâcher prise, c'est tellement quelque chose que moi, j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai créé. D'accord. Tout simplement. Et comment, alors, est-ce que c'est toi qui es venue au rap, puisque tu dis que tu étais rappeuse des années 90, ou comment ça s'est passé? Alors, en fait, mon histoire, elle a débuté il y a quand même assez longtemps dans le rap, parce que tout a commencé par une passion pour l'écriture. Donc déjà, toute jeune, j'ai été fascinée par le fait de s'exprimer en vers. Quel âge? Ça a commencé à la fin de la primaire, CM2. Donc j'avais l'impression que quand j'écrivais en vers, ça fascinait les gens, c'était un peu comme un pouvoir. Et en plus, c'est un entraînement, donc plus tu trouves des phrases qui riment, et plus tu cherches, plus t'en trouves, on va dire. Et les jeux de mots, même le fait les jeux de mots, le fait d'avoir faire de l'esprit, etc., ça a vite fait partie des choses que j'ai plus ou moins maîtrisées. Parce que j'avais à cœur de beaucoup me donner en public, de me faire remarquer, pour venir contrer justement une faible estime de moi, en fait. Après, j'ai une longue histoire, on va pas la raconter aujourd'hui, mais il y a un autre podcast, si vous voulez, je vous enverrai vers ce podcast-là. Et clairement, justement, donc avec cette capacité que j'avais à écrire en vers, et j'aimais bien la mettre en avant, et ça a commencé comme ça. Mais c'était pas tout de suite le rap. Ensuite, j'ai voulu aller plus loin. Au fil des années, à peu près au collège, j'ai écrit. Ça a commencé par des chansons, des poésies, des chansons. Et bon, je chantonnais ces chansons-là, mais clairement, je me disais, je suis pas une chanteuse, je sais pas chanter. Je sais pas chanter, et en fait, j'étais je me disais, si demain je dois chanter, j'écrivais beaucoup des chansons, parce que moi j'ai grandi dans un foyer, je suis de la DAS. D'accord. Et souvent, quand il y avait des événements, il y avait des thèmes qu'on devait évoquer en chanson, dans les fêtes de fin d'année, etc. Et souvent, on me demandait à moi, en fait, on prenait la mélodie d'une chanson qui existait, et donc moi j'utilisais la top line de la chanson pour écrire le texte sur le thème justement en question. D'accord. Et à chaque fois c'était un succès. Donc déjà rien que ça m'a permis aussi de croire en moi de plus en plus dans l'écriture et dans la capacité à écrire, à être parolière, on va dire. Et après, il y a eu la recherche d'identité. Moi, j'avais un petit peu plus à aller. Puis je suis allée vers le lycée. J'ai eu un peu côté zoulette. J'écoutais... on allait dans un endroit... J'habitais à Chartres. D'accord. Et il y avait un endroit au fond du stade où on arrivait à capter Radio Nova, tu vois. Et alors moi, donc Radio Nova, c'est plutôt parisien, mais vraiment, fallait se mettre dans un endroit précis. Et on allait capter Radio Nova et on enregistrait des cassettes. Donc j'avais des cassettes de rap avec des freestyles et tout, et voilà, la passion elle a commencé à naître à ce moment-là. J'ai voulu moi faire ça, je me disais j'aimerais bien écrire en rap et tout, et ça a commencé comme ça. Et j'ai eu des premiers textes que j'ai écrits, je me rappelle, en seconde. Je rappais on partait en Espagne et je prenais le micro du guide touristique dans le car. Et j'ai rappé mon premier texte, comme ça. J'ai écrit, je le rappais à tout le monde. Et même en Espagne, quand je rappais devant des Espagnols, ils kiffaient, en fait. Ils comprenaient pas ce que je disais, mais le flow, ils le kiffaient. Et ils me regardaient comme une Américaine, tu vois, et j'adorais. Et donc, voilà. Et au fil des années, j'ai nourri ça de plus en plus. Et là où j'ai vraiment commencé à enregistrer, alors les premiers enregistrements que j'ai faits, c'était les espèces d'enceintes où tu mettais une cassette et c'était un système de karaoké. Et donc tu pouvais mettre le son et enregistrer ta voix. Et donc c'était dans ma chambre de bonne quand j'étais en Doug Staps. Donc au début, c'était en 1992, juste après avoir... C'est les études de sport, hein. Oui, voilà, je suis devenue enseignante. Là, je suis enseignante en éducation physique et sportive au passage, prof de PS. Et donc, là, les tout premiers textes que j'ai commencé à faire, à essayer, on va dire, c'était en utilisant justement
l'appareil à karaoké. Alors, j'étais jeune fille au père et je le taxais aux enfants que je gardais, en fait, pour enregistrer mes cassettes. C'était un jouet. Voilà. Et voilà, donc ça, c'était 92 et tout. Et après, par la suite, j'ai rencontré La Brigade en 96. Et ça c'est la toute première fois où je suis allée dans un vrai studio, parce que j'ai une amie qui sortait avec un membre de La Brigade. Elle me dit, viens avec moi. Il m'a dit de venir au studio. J'ose pas y aller toute seule. Donc, elle dit, je sais que t'aimes le rap et tout. Nanana. Donc, je suis allée. Donc, au studio Black Door. Ils enregistraient à l'époque toute La Brigade là-bas. D'accord. Et il y avait Davis, l'agent X, qui voulait mettre une voix féminine sur sa partie. Ils enregistraient donc le titre Toute La Brigade. Et voilà, j'ai posé la fameuse phrase et c'était médical à l'horizontale. Et de là est né Médalori, parce que c'était la toute première fois médical à l'horizontale. Voilà. C'était la toute première fois que je kickais que je posais dans un studio. Enfin, kicker, c'est un grand mot. J'ai dit ma phrase féminine. Genre made by music. Ouais. Et donc là, du coup, voilà, c'était le 11 novembre 96. D'accord. Qu'est né mon blaze. Ah ouais. Voilà. C'est quel artiste, quand tu écoutais le rap, qui te marquait le plus ? Alors, il y en a beaucoup. Parce que moi, j'ai été branchée sur MTV. Et j'ai eu des phases, j'ai eu des tendances. Et vraiment, j'étais fascinée par le Wu-Tang, déjà. Ouais, j'étais vraiment fascinée. Method Man, aujourd'hui encore. Et j'ai beaucoup aimé Tupac aussi. Beaucoup. C'était la personne avec qui j'étais à l'époque qui m'avait fait découvrir Tupac. J'avais beaucoup aimé ce rap avec la mélodie. Puis même le vocodeur de Tupac et tout. Voilà, ça, j'ai bien aimé aussi. Après, j'ai écouté, j'étais quand même assez ouverte d'esprit sur tous les styles. Il n'y avait pas East Coast, West Coast. Oui. Moi, j'écoutais du rap, mais j'écoutais aussi beaucoup d'autres musiques. Donc, j'ai jamais été fermée au niveau musical. Et, mais je regardais MTV, j'adorais. Et je m'enregistrais des cassettes sur MTV. Et je fabriquais les jaquettes avec les magazines L'Affiche et autres. En découpant les artistes et tout. Et j'ai le souvenir, il y avait aussi la R&B, Brandy, Monica, il y avait Faith Evans, il y avait... après, dans le rap, il y avait Bigel, il y avait Dabrat, j'ai des noms comme ça qui sont là, parce qu'il y a pas mal de choses que j'avais un peu occultées, puisqu'entre-temps, moi, je suis devenue maman pendant une 20aine d'années. J'étais un peu enfermée dans, on va dire, une grotte, où j'ai un peu déconnecté de tout, malheureusement, et que j'étais vraiment focus sur mon rôle de mère. Et donc, c'est marrant, parce qu'après, ça a un peu été comme vers 2021, tu sais, ça a été un peu comme une renaissance, tu vois, pour moi. Donc, autour du rap et la reprise, voilà. Et je sais qu'il y a encore plein de choses qui sont enfouies quand tu me demandes mes rêves, tu sais, mes tendances, enfin tout ce que j'aimais. Et justement, petit à petit, je redécouvre, tu vois, quand je sors et tout. Hop, il y a un titre qui sort, je fais ce titre, je l'avais zappé et tout. Et c'est un peu comme si, tu vois, je renais en fait. À chaque fois, je redécouvre. En fait, la maman a pris toute la place. Exactement. Bon, il y a la maman, il y a la vie de couple qui était assez compliquée, etc. C'est pas que la maman, il y avait aussi l'emprise du papa. Voilà, mais voilà, c'est ce par quoi il fallait que je passe, peut-être pour réaliser certaines choses. Et puis à côté de ça, j'ai 5 beaux enfants qui sont super bien éduqués. Dont je suis fière. Pour revenir sur le rap en français, t'en avais pas au niveau des paroles qui t'inspiraient? Ah si, oui, le rap français, bah oui, tu vois, regarde, là j'avais zappé complètement, mais moi j'aimais bien les 2 balles de Neg, je kiffais. D'accord. Ça, j'ai saigné leur album, 3 fois plus efficace, je l'ai saigné. Après, il y avait la Clica, Roca. J'aimais beaucoup. Bon, il y a la Brigade, bien sûr, puisque j'étais proche et j'aimais beaucoup l'état d'esprit de la Brigade par rapport à ce qui se faisait dans le rap en général. Je les trouvais très sages, très, très posés dans leurs textes. Il y avait beaucoup de messages qui étaient sensés dans ce que faisait la Brigade. Bien sûr, il y avait les inévitables, les incontournables NTM et IAM. Voilà, donc ça, c'était la base. Même avant même que moi-même je comprenne que j'allais rapper, je savais, je connaissais leur existence et j'aimais beaucoup. Après, dans le rap français, il y a certainement des choses que j'oublie là, comme ça, prises comme ça,
au dépourvu de la question que tu me poses. Non, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mais ouais, il y en a d'autres, c'est sûr. Là, je suis dans le... Voilà. Parce que, moi, je suis... comment dire, j'ai vécu les années 90, R&B, Europe 2, variété. Mm-hmm. Et ça te faisait pas peur, le rap? Non. Moi, ça me faisait peur. Alors, à cause de quoi? À cause du flow, à cause des choses revendicatives, parce que moi, j'étais vraiment dans ma bulle. Je sortais pas juste pour aller à l'école, chercher des baguettes, faire des courses et tout. Mais je sortais pas. Et quand j'écoutais le rap, c'était des paroles très concrètes, très réelles. Et j'avais l'impression d'être pas dans la même phase, pas dans le même monde, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je comprends pas, c'est violent, mais pourquoi ils racontent ça? Alors que toi, t'es dans ta chambre. Ouais. Alors, il faut savoir que, avec le parcours que j'ai eu, le rap, c'est vrai qu'il y a certains artistes qui étaient plutôt violents dans leurs propos et qui avaient vraiment besoin de revendiquer certaines choses, des inégalités, qui avaient besoin de même parfois d'insulter ou même de... Voilà. Ça m'a jamais vraiment fait peur. Moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai vraiment découvert ce que c'était le rap, je me suis dit, c'est génial parce qu'avec le rap, on peut tout dire. Voilà. Donc, si demain, j'ai envie de raconter mon histoire, c'est magique. Souvent, il y a des personnes qui pensent que le rap, c'est un mode d'expression En fait, c'est un mode d'expression qui est fait pour dire des choses, mais bien déterminées. C'est-à-dire que c'est pour se plaindre, c'est pour revendiquer, c'est pour accuser, c'est pour s'engager, plus ou moins. En fait, pour moi, il n'y a pas de règle. Ça veut dire que, par exemple, quand il y a eu la drill, c'est vrai que la drill, les premiers textes de drill que tu entendais aux États-Unis, c'était des drills qui allaient dans une direction précise, et la drill, c'était ça. Et je me souviens, en plus, on avait eu une conversation justement avec mes deux grands garçons à propos de ça. Et en fait, moi, j'étais pas d'accord. Je dis, la drill, c'est un style musical. Et si demain, quelqu'un veut arriver avec une drill plutôt festive, plutôt... ou peut-être sentimentale ou autre, etc., et il fait ce qu'il veut. Et ça va pas rater. Maintenant, les gens, ils posent sur de la drill, peu importe le thème, en fait. Il y a des thèmes lover, il y a des thèmes... Enfin, voilà. Alors qu'au départ, au States, c'est pas arrivé avec ça. Donc, moi, je pars du principe que, un style musical qui arrive, effectivement, souvent, ça tourne autour de la naissance de ce style musical, pourquoi il est né, dans quoi il est né, et après, ça s'ouvre. Après, ce qui est dommage, c'est que parfois, le style musical, il a un peu bafoué par... parce que y a toujours des gens qui font, je vais pas dire n'importe quoi, mais qui cherchent la facilité, et après, ça peut manquer de profondeur. On se dit, voilà, le style musical, il est là. Et puis, ils vont répéter tout le temps le même mot. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça va devenir un peu plat. En tout cas, ça, c'est mon avis. Après, ça plaît, tant mieux. Ça plaît, la personne, elle fait le buzz, tant mieux. Mais bon, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que la profondeur du texte, elle est quand même importante. Mais c'est mon avis personnel. Après, voilà, je trouve que c'est vraiment un challenge, en plus, quand tu dois poser sur un style musical et puis pouvoir exprimer les choses et que ça reste quand même... audible, dansant, que ça fait bouger la tête et que ça reste de la musique et qu'en même temps t'envoies un message, c'est ça que je trouve puissant en fait. C'est vrai que moi je l'apprends en 6e, rap c'est rythme et poésie. Voilà, alors oui, c'est... alors on m'avait montré, je me rappelle en plus dans une publication qui avait été faite sur Instagram. J'avais fait un commentaire et il n'y avait pas tout le monde qui était d'accord justement par rapport au fait que je disais ça. Rhythm and poetry. En fait, ouais, c'est rhythm and poetry. Voilà. Alors, il y a aussi un to rap. Apparemment, ça veut dire parler, débiter quoi, en parlant. Donc, en fait, c'est un peu artistique d'avoir créé justement ce... Comment on dit déjà quand on met plusieurs lettres, quand on met les initiales là, d'avoir créé ce... Anagramme. Anagramme, merci. C'est un petit peu de la créativité, c'est artistique. Enfin, il y a quelqu'un qui avait créé cet anagramme et qui rejoignait la vraie définition du rap et que du coup, c'est resté, comme la définition du rap. Alors, je ne sais pas ce qui était le premier, l'anagramme, ou faudra vérifier.
Mais effectivement, oui, depuis les débuts du rap, on dit que le rap, c'est rhythm and poetry. Et justement, par rapport à ça, justement, le texte dans le rap, c'est quand même quelque chose de primordial. Enfin, en tout cas, de ce que j'en sais. À partir de quel moment tu t'es affirmée en tant que rappeuse? Tu t'es dit, ouais, je suis une rappeuse. Quand est-ce que je me suis reconnue comme telle? Oui, le mot, je suis une rappeuse. Je pense que ça a été en 97. Ah, ok. Le 23 novembre. D'accord. Ça a été le début de ça, en tout cas. D'accord. Parce que j'ai rappé au téléphone. J'ai rappé devant des auditeurs. À la radio? Oui. Mais non, sur 88.2. Oh là là, Génération. Ouais, sur Génération. Yes, nous on écoutait ça. Parce qu'il y avait le jazz avant et on changeait d'onde. Et donc, c'était, sur Bombatac. Il faisait prendre voilà. Marc, voilà. Bombatac. Ouais. Et donc, j'ai rappé. Et c'était la première fois que je rappais devant des gens qui m'écoutent, autres que mes amis, la famille. Et j'avais eu un peu de trac et tout, mais ça avait fait son effet. J'étais assez fière de moi. J'ai toujours l'enregistrement à la maison. Ouais. Mais je pense que tu peux l'entendre sur Instagram, si tu veux. D'accord. Tu pourras l'entendre sur Instagram. Il faut savoir que le jour où je suis passée à la radio, il y a une jeune fille. Alors, il y avait d'autres auditeurs, j'imagine, mais il y avait une jeune fille. Juste le micro. Pardon. Oui, pour être dans la... Ou alors décaler le micro. Ok. Ça va? On m'entend bien quand même? Ça va? Oui. J'ai pas dit tout ça pour rien. Non. Donc, il y avait une jeune fille de 13 ans, à l'époque, qui a entendu ce passage à la radio, qui l'a enregistré sur une cassette. En fait, elle a enregistré la radio à ce moment-là. Et en fait, elle a appris mon texte par cœur. Il y a 2 ans, elle est venue me parler sur Instagram. Elle m'a dit, c'est toi, Médalori, qui est passée sur Génération. Non. Et il faut savoir que cette jeune rappeuse aujourd'hui, qui s'est inspirée de moi pour devenir rappeuse, s'appelle Meda la Madre. Voilà. Ah, ouais. ok. Et donc voilà, elle s'est remise au rap. Elle s'est remise au rap quasiment en même temps que moi, parce qu'elle aussi, elle était devenue maman. Et franchement, c'est une histoire qui m'a tellement touchée. Même là, je vous en parle, ça me donne des frissons dans le dos. Mais voilà, en tout cas, il y a cette petite histoire qui pour moi, une petite pépite dans mon parcours. Et donc, ça renforce le fait que oui, ce jour-là, pour répondre à ta question et vraiment l'affirmer, j'ai commencé à me prendre pour une rappeuse. C'est bien. Peut-être pas suffisamment, puisque voilà, j'avais le syndrome de l'imposteur qui m'a beaucoup empêché d'avancer. Mais voilà, je me considérais comme telle et j'ai commencé à faire des scènes. Il y a pas mal de scènes que j'ai faites à l'époque. Comme ça, à cause de ce passage-là? Ça a été le déclic. D'accord. Voilà, ça a été le déclic. Après, il y a pas mal d'événements. En fait, je pense qu'on a le pouvoir de créer notre réalité. Mm-hmm. C'est juste que à l'époque, je le savais pas suffisamment, mais j'ai quand même fait certaines actions parce que j'étais passionnée. Je pense que les gens, quand ils réussissent à faire ce qu'ils aiment quand ils réussissent à vraiment l'intégrer dans leur vie et à le faire grandir, c'est parce que voilà, ils sont passionnés. Sinon, si ça se perd, c'est qu'il y a autre chose de plus important, on va dire. T'avais pas et ton image, tu te sentais prête à l'assumer ou tu te posais pas la question? Parce que je me rappelle pas s'il y avait des rappeuses ou s'il y en avait. Il y en avait. Hein. Oui, il y en avait. Non, en fait, alors mon image, je m'étais pas trop posé la question, mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu à l'époque, ouais, si tu réussis dans ce milieu, t'as tout pour toi, parce que voilà, j'étais la petite métisse, relativement jolie et tout, D'accord. et voilà. Donc j'avais tout pour moi, il paraît. Après, moi, j'avais plus peur des chacos, quoi, des chacas. Alors, le monde du studio, il y en a beaucoup. Ah ouais, voilà. Ça m'a beaucoup freiné, ça. Ouais. Il y en a plein. Ouais. Oh mon Dieu, les anecdotes qu'il peut y avoir. T'as eu des promesses? Ah oui, je dirais pas de non parce qu'il y a des personnes qui sont connues, oui. Mais effectivement, ouais, j'aurais pu coucher pour réussir, mais. Ouais. Ouh là là. Ton premier CD? Pardon? Ou vinyle, ton premier CD ou vinyle? Alors moi, les seules choses que j'ai vraiment sorties, c'est sur des mixtapes. Et sinon, si, j'ai un couplet dans l'album de Leslie, la chanteuse. Voilà, donc
Et après, vraiment, et puis oui, j'ai eu l'occasion de poser le refrain un refrain des Sages-Peaux aussi. Yes. Il y a un refrain que j'ai posé. C'est pas moi qui l'ai écrit, on a cherché. Dan, Zoxy, voilà. Philo, dédicace. Voilà, on a cherché ensemble au studio, mais finalement c'est Zoxy qui a écrit le refrain et je l'ai posé. Et après, ouais, des mixtapes de Digital, j'ai posé. Oh là là, j'ai Tu te rappelles? Digital, tu te rappelles pas? C'était lui le DJ qui mixait dans le bus. Thomas Vu à l'époque. D'accord. Voilà. Bon, bref, Thomas Vu, Digital, dédicace. Il y a d'autres mixtapes, mais ah oui, il y a DJ Coco. Après, il y avait. Il y en a, mais j'ai complètement oublié. C'était moins connu. Et je les ai à la maison pourtant, mais tu vois, je suis incapable de dire de qui c'était les mixtapes. Après, j'ai surtout eu la chance de faire des scènes. Donc j'étais passée sur scène au clair-obscur, j'étais passée à la télé aussi sur Hit Machine. J'étais passée au festival XXL de Bobigny. Je me rappelle, il y a une édition, je suis passée, c'était au théâtre Le Bobino, qu'ils avaient fait, ils avaient un peu délocalisé XXL, ils avaient eu l'occasion d'avoir cette salle. Après, il y a d'autres scènes. Il y a des scènes un peu sauvages. Moi, je prenais le mic à tout va. Par exemple, au Francopholies de La Rochelle. Voilà, j'arrivais toujours à aller voir le DJ pour essayer qu'il me place un instru et que je me glisse. Parfois parce qu'il y avait la brigade, alors je me faufilais. Parfois parce qu'il y avait les Sages-Peaux. Je me souviens au Gibus, j'avais fait un freestyle aussi parce qu'il y avait les Sages-Peaux qui étaient en showcase. Enfin voilà, et j'allais beaucoup kicker aussi au Slow Club parce qu'il y avait les open mic du Slow Club. Et j'adorais ça. Et voilà. Au niveau de la SACEM et des trucs comme ça, tu avais signé des choses, il y avait des statuts à l'époque? Alors moi, à la SACEM... Oui, il y en avait, mais bon, est-ce que c'était instinctif d'y aller? Moi, quand j'ai commencé à m'inscrire à la SACEM, alors déjà, il n'y a pas grand-chose qui... Enfin, fallait qu'il y ait des choses. Fallait que j'ai des scènes que j'ai signées. Ah oui, je me souviens, j'avais aussi fait une scène à Nanterre pour la Journée de la Femme avec Karine et Kazé. Justement, ces scènes-là, comme c'était sous contrat, que j'avais un cachet, donc je pouvais les prouver que j'avais fait de la scène. Et avec le fait que j'avais posé mon couplet sur l'album de Leslie, donc j'avais suffisamment d'éléments qui pouvaient me permettre à l'époque de m'inscrire à la SACEM. Donc j'ai fait cette fameuse inscription à la SACEM pour pouvoir protéger mes textes, parce qu'au départ, je m'envoyais mes textes à moi-même en recommandé pour les protéger. Et justement, je disais qu'aujourd'hui, la SACEM, visiblement, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible en ligne. C'est super simple. Voilà. Texto, portable. Voilà. Donc, tu peux protéger et tout. Et donc, ouais, je suis allée à la SACEM. Mon inquiétude, c'était ça. C'était tous mes lyrics, que si je les rends publics, j'avais peur qu'on me prenne mes idées, quoi. C'était surtout ça, plus que d'avoir mes droits d'auteur. Et après, c'est vrai que j'ai encaissé certains droits d'auteur, j'ai bien aimé. Notamment pour Leslie, c'est là où j'ai touché le plus. C'est bien. Tu t'es déjà lancée. Est-ce que tu pensais que cette vie-là, elle s'accentuerait? Alors, moi, j'avais un peu le vertige. D'accord. Et je pense qu'il y a des opportunités qui sont offertes à moi et je me suis auto-sabotée un peu. Parce que, par exemple, quand je suis passée à la télé, il y a à l'époque Sébastien Gatillon qui était chez Teen Music, donc c'était un directeur artistique. À l'époque, il voulait me signer en édition. Et moi, j'avais peur un peu de tous ces contrats avec je sais pas combien de pages et tout ça. Et moi, à l'époque, j'étais jeune fille au pair pour une avocate et j'avais voulu qu'on passe du temps à essayer de comprendre ce que ça voulait dire avant de signer. J'ai beaucoup traîné, beaucoup procrastiné cette signature. Tellement procrastiné qu'il s'est retrouvé chez EMI, le DA. Et comme j'avais ses coordonnées, à un moment donné, je me suis dit, ouais, quand même, c'est une opportunité. Il faudrait que j'aille lui faire écouter le reste de mon son, voir maintenant qu'il est chez EMI et tout. Donc, je suis allée lui faire écouter ma maquette. Et franchement, déjà, il avait eu un coup de cœur pour mon passage en télé. Et il était resté... il aimait bien ce que je faisais. Mais ce jour-là, il m'a dit, écoute, franchement, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Mais voilà, EMI, ils ont déjà signé une rappeuse et ils n'en signeront pas une deuxième. Et c'était Diams. Damn.
Ok. Voilà. Donc, pas de regret parce que Diams, elle a foutu le bordel dans le rap féminin. Et puis, je n'irai pas me frotter à, à son potentiel en disant voilà, ça aurait pu être moi. Mais quoi qu'il arrive, je sais que dans ma tête, après, moi, j'ai aucun regret parce que voilà, la vie que j'ai eue, je l'ai eue. Et pour rien au monde, je ferai demi-tour et je ferai les choses différemment. Mais j'ai conscience aujourd'hui, quand je pense à moi d'avant, que j'avais peur. J'avais peur du succès. J'ai pas tout donné pour me laisser une chance d'en avoir, en fait, du succès. Même si à l'époque, c'était compliqué, il fallait se faire signer par une maison de disques. Des opportunités, en fait, j'en ai eu, mais j'ai vraiment fait la timide face aux opportunités. Par exemple, j'ai rencontré QTB, qui m'a donné des yaourts de Karine pour que j'écrive des chansons pour Karine, et j'ai procrastiné. Et je trouve que c'est aujourd'hui, avec ma maturité d'aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce que t'as foutu ? J'ai envie de me mettre des claques, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai encore le yaourt sur une petite cassette comme ça là, de Karine, tu vois, et j'ai encore une partie des paroles que j'ai écrites parce que j'ai pas fini le truc et j'ai procrastiné. Et plein de fois, je me revois, on me demande, il y a des choses à faire pour que j'avance, et à plein de reprises, je procrastine. De toute façon, j'ai fait ça avec beaucoup de choses, même au niveau de l'athlétisme. Je me suis auto-sabotée et tout, parce que j'avais aussi une carrière qui était possible. Et voilà, je me suis auto-sabotée, point. Après, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, c'est... Peut-être que c'était ça, C'était malheureux. Voilà, fallait... Exactement, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Mais voilà. Et le sport, alors, là, tu es professeur de sport, professeur de PS. Ouais. Est-ce que c'était un rêve aussi, ou est-ce que c'était parce que le sport, tu faisais déjà du sport avant ? Oui, en fait, moi j'étais une passionnée d'athlétisme. Et quelle discipline ? Je faisais du demi-fond, donc cross-country. J'étais assez championne, on va dire. J'ai été athlète de haut niveau et sport féminin, mais voilà, pas au point d'être connue, mais je suis dans les annales de l'athlétisme, écrit en tout petit, tu vois. Si tu regardes avec une loupe. D'accord. Le 800, j'ai fait, je crois que c'était je sais plus si c'était dans les années 90, au tout début des années 90, j'avais fait 8e française au championnat de France sur 800, tu vois. Okay. Si ça te donne un ordre un peu voilà, et on avait été championne de France de relais 4x1000 quand j'étais cadette, tu vois, il y avait... et voilà, en cross-country, je me démarquais pas mal, je faisais le podium et je partais au championnat de France. Donc voilà, j'étais pas la meilleure, dans le trio meilleur, mais voilà, il y avait moyen. C'est quoi cross-country, c'est dans... Ouais, tu cours t'as un parcours avec de la forêt, beaucoup de dénivelé, de montée, de descente, de flaques d'eau, de ronds d'arbres que tu passes, voilà, des vrais trucs, tu vois, dans la gadoue et tout. Et c'est à peu près 6 à 8 km, en fait, ça va dépendre. Voilà. Et voilà, donc ça, en général, je faisais départementaux, je me qualifiais, régionaux. Trop bien, ça. Voilà. Et ouais, non, j'adorais cette discipline. Ça forge la résilience, en fait. C'est du demi-fond. Ça a à la fois la puissance et la résistance. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée dans la vie à être qui je suis aujourd'hui, à avoir passé certaines épreuves dans la vie, en fait. Cette envie de toujours... Alors, le problème, entre guillemets, c'est que j'ai toujours eu, en fait, un esprit de compétition. Pas seulement dans l'athlé. Enfin, aujourd'hui, non, mais pendant des années, ça m'a suivi. L'envie d'être la meilleure dans tout ce que je fais, en fait. Donc, voilà, l'athlé, c'était une façon pour moi, justement, voilà, c'était le terrain pour la compétition, donc c'était logique, tu vois. En fait, je vais revenir parce que voilà, mon côté profiler. Ouais. Lorsqu'on était au DTU et que tu as pris le micro, t'aimes souvent dire oui, je suis une rappeuse des années 90. Oui, certains des textes que tu as posés avaient le flow des années 90 et d'autres avaient l'écriture
Et quand tu as parlé de la brigade, je sais qu'eux, ils étaient beaucoup dans les allitérations. Et tu as un texte qui est rempli d'allitérations que tu as fait au DTU. Et je comprends maintenant. Ah oui. Voilà. Et je me disais, mais c'est pas très 80. Enfin, si, les allitérations, c'était beaucoup en milieu des années 90 à début des années 2000. Surtout cette période, il y en a eu beaucoup. Et je comprends maintenant pourquoi est-ce que je pense que ils ont un peu déversé leur style. Comment ça s'est passé, ce goût-là des allitérations pour... Bah moi déjà, alors il y a ça, et moi ma passion pour le rap, elle a commencé dans la poésie. D'accord. Et en fait Tu peux. J'adore me challenger. Et tu vois, les mots, dans la langue française, ils te mettent à l'épreuve quand même. Tu peux pas tout utiliser dans les mots, tu vois. Notamment, bon, tu sais, j'ai eu l'occasion aussi d'écrire des chansons et j'ai beaucoup été mise à l'épreuve. Little D, il me commande des chansons, et quand je réussis à être fluide dans mon texte pour qu'il soit chanté, je suis très très fière de moi, parce que je sais que c'est un vrai challenge. Et dans le rap, en fait, ce challenge, il est dans... aller chercher le truc que personne n'a fait dans la rime riche, dans les tu sais, dans les rimes inter on va dire comment on va dire, il y a un terme en plus. C'est-à-dire, il y a la rime de la fin de phrase et t'as les rimes à l'intérieur, tu vois, qui se calent dans les rimes enlacées, comment on disait? C'est quoi le terme? Embrasser. A, B, B, A, voilà. Et en fait, et après, au-delà de la rime, t'as aussi justement les allitérations, les sonorités répétées, sans que ce soit trop lourd, et qu'en même temps, tu vois, ça te donne un truc en plus dans la rythmique. Et que au final, quand tu l'entends, tu dis waouh, tu vois, ça fallait le trouver, tu vois. J'aime beaucoup. Voilà. Tu sais, ça fallait le trouver, j'adore. Et même parfois, des fois, je me mets dans l'écriture et tu sais, je m'ambiance dans le truc avec du son et j'écris mon texte et je cherche le truc, et après le truc qui vient, je sais pas, ma muse, elle se réveille, elle vient m'aider. Dis-toi que après, quand parfois j'enregistre sur mon dictaphone et tout, et même moi quand je me réécoute un mois après et que le petit bout que j'ai trouvé, je le réécoute, je me dis waouh, mais comment t'as trouvé ça? Et j'adore ce côté-là, tu vois, ce côté, genre même parfois j'entends des rappeurs qui font des phases comme ça et je dis waouh, j'aurais aimé le trouver. Et j'aime ça. Tu vois, le fait que ce soit... Parce que tu peux écrire de la poésie, juste ça rime, il y a une facilité même. Tu peux écrire des choses jolies dans la facilité, avec simplement le parler, le phraser et faire rimer ton texte. Ça, j'y ai accès, mais j'y ai trop facilement accès. Et tu vois, j'aime bien aller pousser le truc, tu vois. Parce que après, quand tu poses ton truc, moi, je sais, quand je vais dans les open mic et je sors mes plus belles punchlines comme ça, et je vois le regard des gens et je vois qu'ils sont en admiration sur ce que je lâche, tu vois. Et moi, ça me fait kiffer, ça. Voilà. C'est justement, mais c'est très bien que tu soulèves ça. Mais après, ça, c'est un débat que j'aimerais un jour qu'on organise un colloque sur ça. Parce que tu vois, cette façon d'aborder l'écriture sur de la rythmique, mais je me dis qu'à partir de là, on peut faire de la comparaison de rappeurs. Effectivement. Parce qu'il y en a plein qui disent non, ça dépend des goûts. Mais pour moi, en plus, j'ai affaire à quelqu'un qui a fait de l'athlétisme. Pour moi, c'est exactement ça. Ouais, c'est de la technique. C'est de la perf. Au bout d'un moment, il faut savoir performer. Et tu vois, cette recherche de placement, de rimes, allier le fond et la forme, c'est de la performance. Bien sûr. À partir de là, il y a certains rappeurs et rappeuses qui sont performants, d'autres qui le sont largement moins. Et pourtant, voilà, il suffit que parfois, il y a des gens... Moi, j'ai remarqué dans le rap, après, voilà, ça plaît pas, et moi, je suis OK avec tout, tu vois, il n'y a pas de souci. Par exemple, il y en a, ils ont un débit de malade, mais au niveau du lyrics, ça va être du léger, ça va être des mots répétés, qui n'ont pas forcément du sens profond, et qui vont être faciles à caler. Et moi, comme j'aime pas m'aventurer dans des trucs, tu vois, des mots tout simples, faciles à caler, du coup, je me mets à l'épreuve pour pouvoir aller débiter un flow, tu vois, rapide, ou qui se pose sur une bonne drill piquante, tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, il y a tout un travail à faire, et franchement, moi, je suis prête à faire le taf, parce que plus ça va aller, et plus je vais bosser dans cette direction, à me dire... je veux pas me contenter de juste kicker un truc...
voilà, juste sur la rime, ou même si le boom bap des années 90, il a un côté facile, faut qu'il soit profond. Il y a un texte que j'ai écrit que j'adore, parce que même aujourd'hui, quand je le pose en open mic, et quand le son derrière, il peut varier, tu vois, de la manière que je vais le poser, à chaque fois, j'ai l'impression que je le pose pour la première fois, tu vois, et je vois les gens qui... Tu vois, je vois dans le regard des gens que ça plaît, parce que justement, j'ai beaucoup d'allitération dedans. Je crois que c'est peut-être celui-là que tu faisais allusion quand tu le disais tout à l'heure. J'enchaîne avec encore une question rap. J'en profite. Hein. Si tu devais nous faire ton top 5 des rappeurs français, ever, pour toi. Le top 5 Le top 5 en commençant du 5e jusqu'au roulement de tambour. Waouh. Alors là, surtout que... Oh. Ah ouais, là tu me mets à l'épreuve, là. Alors, je commence par le 5e. Oui. Et ça peut être des groupes aussi. Non. C'est des rappeurs tout solo. Mais on fera un top 3 de groupes. Oui. D'accord, ok. Donc un top 5 de rappeurs français. Ever, hein, toute génération confondue. Vraiment, pour toi, ton top 5... Ok. Alors, je vais dire... alors déjà, je pense à l'envers, vite fait. Je commencerai... Alors, je dis ever parce que c'est dans une époque. Hein. Je commencerai par Booba, en 5. Le Duc de Boulogne. Ouais, mais plus Monsieur le Booba. Duc, dédicace. Mais je dirais plus le Booba d'avant. Après, je dis pas que j'aime pas celui d'aujourd'hui parce qu'il y a une aura, il y a quelque chose. Mais techniquement, enfin, tu vois, dans le terme, en termes de rappeur, voilà, je mettrais Booba. Alors, j'ai mes 3 derniers, mais attends. Alors, après, je mettrais Roca. Roca à la Clica. Dédicace. Après, je mettrais Kondo. Kondo. Tu vois? Après, je mettrais Bustaflex. Oui. Ouh, Épinay. Et après, je mettrais... Numéro 1, donc roulement de tambour. Zoxy. Zoxy, des sages poètes de la rue. Eh ben, ça en fait 2 de For My People, quand même. Hein. Ah oui, Kouchen, Nobru, quel travail, quel boulot. D'accord. Mais là, je vais revenir sur les 3 premiers. Kondo, pourquoi? Kondo, parce que, en fait, voilà, il y a... Lui, il est très technique. Je trouve qu'il est très pro dans son rap. J'admire beaucoup son côté jazzy, tu vois. Et voilà. Et après, tu vois, parfois, il n'y a pas les mots pour expliquer, tu vois. T'écoutes, et voilà, tout dans l'écoute te parle, quoi. Bustaflex? Bustaflex, parce que déjà, il est fort en impro, et c'est un des premiers que j'ai admiré au tout début. Enfin, je me rappelle des tout débuts de Busta, ses passages en radio et tout. Et il a une aisance, il a un côté... au niveau de ses lyrics et tout, franchement, il est fort. Et voilà, en fait, c'est son côté punchy, son côté un peu... me voilà, quoi, tu vois. Et Monsieur ZOXEA? Alors, il y a pas mal de raisons communes à celle de Kondo. D'accord. Et le côté poète, le côté la profondeur du lyrics. Et pareil, la technique. Moi, je me rappelle, à chaque fois, à l'époque, quand je bossais à ses côtés, c'était un peu des masterclass, tu vois. Il y a un petit côté, voilà, c'est... Donc, voilà. Et, bon, je dis Zoxy, parce que pour pas dire les sages poètes de la rue, tu vois. Et voilà. C'est tout pour moi. Et en feat, c'est-à-dire si y avait un artiste avec qui tu aurais aimé être en feat? Pas mal. Ah ouais. Avec qui j'aurais aimé être en featuring? Bonne question. Un artiste français? Qu'importe. J'aurais bien fait un petit feat avec Method Man. Effectivement. Il est énervé. Et le top 3 groupe? Oui. Ah, ça y est, là, donc on passe au top 3 groupes, ça y est, pour de vrai. Oui. On n'a pas oublié. Ah, alors, je mettrais là, comme ça, sans réfléchir, parce que c'est ce qui vient du cœur, sans réfléchir. J'aurais mis
Ah mince, j'ai un top. Ah, j'en ai 4. Mince. Bon, faisons alors un top 4. Ok. Donc j'aurais mis les 2 balles de Neg. Oui. Après, alors dans l'ordre, parce que j'aurais mis 2 balles de Neg, La Clica, Les Sages Poètes de la rue, et en premier, j'aurais mis La Brigade. Parce que La Brigade, il y a un côté un peu affectif. Bah ouais, parce que je les ai plus côtoyés, donc voilà. Mais quand même, en même temps, ils méritent leur place en 1 parce que... La Brigade, oui. Ouais. Fredo, Le Cafir. Ouais. T'as déjà pensé à produire des personnes? Non, c'est pas encore vraiment venu dans mon esprit parce que je l'ai pas encore fait pour moi-même. Et tu es prête? Oui, là, ça commence. Ah. Tu sais, tu as déjà commencé? Tu commences par quoi? L'écriture, écouter une musique? Alors là, quand j'ai repris le rap, donc ça a commencé à peu près en 2021 quand j'ai rompu avec le père de mes enfants. Donc voilà, ma fameuse renaissance. Tout a commencé, déjà je me suis lancée dans le casting rappeuse. Casting? Oui, le casting rappeuse. Tu sais, rappeuse, tu connais rappeuse ou pas? Rappeuse, c'est Gothard et Chacha, Gauthier et Charlotte, avec Call Me Famsi, donc à découvrir. Je vous invite à découvrir vraiment leur collectif. Donc ils ont créé un tremplin pour les femmes. D'accord. Qui s'appelle Rappeuse. Et donc, c'est un tour de France avec des castings à Paris, en Bretagne, dans le sud, voilà, elles font tout. Et après, ça se termine par une finale et t'as la grande gagnante à la fin qui gagne un accompagnement, une mise en lumière, etc. Et donc, moi, je suis tombée tout à fait par hasard sur cette publication à l'époque, en 2021, juste après le Covid. Et je me suis lancée comme ça. J'étais pas du tout prête avec mes anciens textes. Je suis partie faire le casting rappeuse. Bon, j'ai pas été sélectionnée dans ce fameux casting, mais j'ai fait des premières connexions. D'accord. Voilà. Et donc de là, quand j'ai commencé à remettre un pied dans le rap via le casting rappeuse, j'ai pris la décision de me repencher sur l'écriture, de me remettre à jour, entre guillemets, parce que je redécouvrais, en fait, j'avais un peu voyagé dans le temps. Et je redécouvrais en fait la musique rap parce que je me suis tellement déconnectée. Mais quand je vous dis déconnectée, c'est-à-dire je ne savais pas du tout ce qui se faisait. Du tout, j'écoutais plus de musique, rien. Et là, ça m'a fait bizarre. J'ai redécouvert le rap. Je sais pas, t'écoutes du rap en début des années 2000 et tu t'y remets en 2021. Déjà, il se passe un truc, une grosse fracture, un gros voilà. Et donc j'ai réécouté et tout et au début franchement je me suis pas sentie très bien. Je me suis dit je suis plus du tout dans le game quoi. Je me suis dit il y a tout à refaire. Et en fait au départ, j'ai commencé à prendre la mauvaise voie parce que j'ai voulu ressembler à. En fait, je savais plus où j'étais moi. Tout s'est passé comme si fallait que je trouve une ref quoi. Fallait que je sache à qui j'allais ressembler au lieu d'aller me chercher moi où j'en étais. Si Medalori arrivait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle proposerait? J'arrivais pas à me connecter à ça en fait. Il y avait encore la connexion avec Medalori d'avant, mais la Medalori d'avant, elle me rassurait. Je connaissais encore mes textes plus ou moins par cœur, donc il fallait que je les répète un peu et je les kickais sans problème, mais réécrire des nouveaux textes, avec quel flow, avec quel instru, avec quel style musical. Il y avait plein de styles musicaux dans le rap, la trap, la drill. Enfin, il y avait tellement de choses, j'étais perdue. Je savais pas à qui j'allais ressembler, en fait. Et donc, c'était ça mon seul... Et c'était à qui j'allais ressembler, alors qu'en vrai, il fallait que je me ressemble à moi. Donc, il m'a fallu du temps, et donc je suis partie dans de l'écriture avant tout, puisque l'écriture, c'est mon point d'ancrage. Et je suis beaucoup partie dans de l'écriture. J'ai écrit un premier texte je suis allée enregistrer, mais le gars, il m'a enregistré tout en décalé. Mais ce texte, je l'aime beaucoup d'ailleurs, il faudra que je l'exploite. Et après, j'ai continué à écrire, beaucoup écrire, avant de me décider d'aller régulièrement au studio, me rechercher moi, en tant que rappeuse, prendre un mic, mettre du son et recommencer comme si je recommençais au début, quoi. Donc ça a été comme ça de 2021 à peu près 2023,
2024, comme j'allais au studio Les Cuisines, on m'a proposé de faire une scène. Ah. Voilà. Précisons, il y a 2 cuisines, il y a Shell et il y a celui de Blanc-Ménil. Alors moi, c'était les cuisines de Shell. D'accord. Donc quand on m'a proposé de faire une scène, je me suis dit, je vais faire de l'ancien, mais il faut que je prépare un peu du neuf. Et comme je voulais proposer un medley, j'ai préparé des petits freestyles un peu neufs pour les tester sur scène. Seule la musique peut me toucher, donc je trouvais ça assez symbolique par rapport à mon histoire. Parce que c'était en fait un genre de festival où tu avais plusieurs groupes ou artistes qui passaient contre justement les violences faites aux femmes. Donc voilà, de là, donc j'ai fait cette première scène. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc petit à petit, les niveaux ils se sont débloqués. Et j'étais dans une phase où je voulais un peu effacer mes Dallory d'avant. Non, finalement, je me suis reconnectée en me disant que mes Dallory, celle que j'étais avant, elle a vraiment été là. Elle a fait qui je suis aujourd'hui. Donc j'ai pris la décision de la mettre un peu en avant, en parallèle du fait que je prépare des nouvelles choses aujourd'hui. Voilà, pour faire le lien. Et donc là, j'ai préparé un titre qui va bientôt sortir. D'accord. Et justement, qui va dans ce sens. Oui, un texte de... Oui, j'ai fait un titre en rap. Oui, je suis toujours une rappeuse. Ça n'a pas changé. Mais voilà, pour mes... Alors, ce que je trouve sympathique, c'est que, je vais fêter mes 52 ans. Bravo. Et en moyenne, l'époque de mes Dallory d'avant, c'est 52 ans à l'envers. D'accord. Oui. Voilà. Donc, symboliquement, je trouve ça sympa, justement, ce redémarrage de mes Dallory d'aujourd'hui, tu vois, en disant, voilà, je dis au revoir à mes Dallory d'avant, mais en faisant le lien. Donc, tout tourne autour de ça, sur ce que je vais proposer. Justement, cette reconnexion, cette mise en phase entre les deux mes Dallory, est-ce que le côté sportif a joué à ça ? Est-ce que ça a facilité ça ? Par exemple, est-ce que dans ta phase sportive, quand tu étais à la recherche du dépassement de soi, de la performance personnelle, est-ce que ça, tu t'en es servi de cette expérience pour la partie artistique ? Oui, en fait, j'en suis servi pour tout. D'accord. Mais donc pour la partie artistique. En fait, le sport, je pense que ma partie performance, le fait de vouloir toujours exceller physiquement, en fait, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé en tout cas on va dire mon état d'esprit, mon mindset. Ça m'a permis d'être plus forte dans certaines situations. Je pense que c'est ça fait beaucoup la différence parce que voilà, dans mon parcours, il y a eu des grosses épreuves, vraiment des grosses épreuves, et justement ce côté sportif battant a fait que ces épreuves-là, j'ai pu les affronter, tu vois, je vais pas dire easy, mais en tout cas voilà, en gardant la tête haute. Et donc artistiquement, je pense que les deux, tu vois, il y a le corps et la tête. Et je pense qu'artistiquement, il y a eu... Je vais pas dire que l'un a aidé l'autre, mais ils ont collaboré, en fait. Les deux, parce que le corps et la tête, tu vois, souvent on va te dire c'est mental, tu vois, ça se passe dans la tête. La pensée a un gros pouvoir. Ça veut dire que ça fait 90% du taf. En fait, on pensait que c'était kiff-kiff, mais en fait, non. C'est-à-dire que si tu as le mental, il y a des situations que tu vas affronter sans forcément avoir les capacités physiques au départ. Tu vois, ça va être assez surprenant. Et donc, le côté artistique, ça me permet de m'ancrer, de rester connecté à moi et justement de ne pas perdre le fil. Parce que moi, j'aime à dire, en fait, dans une vie, on est... je le dis un peu dans ma présentation Insta, j'aime bien faire le dualisme entre le mode survie et le mode créatif.
On vit dans une société où on est souvent obligé d'être en mode survie, tu vois. Et je pense que le mode créatif, il vient rééquilibrer le tout, tu vois. Mais le problème, c'est que le mode créatif, il faut décider de l'enclencher. Et parce que tu vois, par exemple, quand tu dois payer tes factures, quand tu dois te lever le matin pour les enfants, leur faire les choses, quand tu fais les choses parce qu'il faut les faire, et que tu es au maximum de ta journée dans des actions qu'il faut faire et pas que tu veux faire, pour moi, tu es en mode survie, tu vois. Et quand tu es en mode créatif, en fait, c'est là que tu touches le bonheur, pour moi. Hein. Voilà. Et donc, ça peut être de l'art. C'est pas forcément le fait d'écrire un texte en rap ou quoi. Hein. Le mode créatif, c'est par exemple, tu vas faire la cuisine, mais tu vas faire la cuisine avec amour. Tu vas vouloir que, tu vois, c'est pas tu fais à manger parce qu'il faut nourrir les enfants, tu vois, c'est que tu fais. Et donc en fait, la performance, le fait d'être performant physiquement, ça te met au-dessus de tout ça et ça te permet de décider toi, de pas être dans tu vois, genre t'as un certain contrôle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Ça veut dire que t'as pas besoin d'autre chose. T'es là, t'es ancré, t'es solide, tu vois. Et donc, t'as peur de rien, entre guillemets. T'es pas en train de te dire... Enfin bon, forcément, tu le dis à des moments, mais c'est une question de dominance dans ta vie, tu vois. Les moments forts qui dominent, c'est ceux dans lesquels t'es... Voilà, je m'en mêle un peu dans ce que je vous dis, mais j'espère que vous comprenez. Carrément compris. Donc voilà, tenter au quotidien, c'est pour ça revient à ce que je disais au tout début. Tu sais, tu te lèves en décidant, hein, gainage. Et voilà, gainage, donc t'es solide, et tu danses devant ta glace, donc t'es solide, et en même temps tu décides d'être heureux aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout tourne autour de ça. On n'est pas dans le torrent de... entre guillemets, la fatalité. Dans c'est ça. On se laisse pas dans le... Voilà, c'est tout à fait ça. Parce que souvent, mais la majorité des gens, malheureusement, sont dans le... Tu te lèves et entre ton réveil et le départ pour partir taffer. Ça explique, pour moi, hein, c'est exactement ce qui... C'est comme ça que certaines personnes accusent le coup lorsqu'elles se font un scan disque au bout d'un certain âge et après font des burn-out comme ça. Parce qu'ils se sont mentis pendant plusieurs années. Moi, je pense que c'est ça aussi. On est tout à fait d'accord sur ce point. Et est-ce que... qu'est-ce qui t'aide à dire oui, je vais avoir 52 ans? C'est un fait. Moi-même, peut-être que c'est que moi. Hein. Moi, j'ai eu du mal à assumer mon âge et à le dire. T'as quel âge? Mais je trouve que c'est fort. Moi, c'est une des premières choses. Quand je regardais tes vidéos, oui, j'ai 51 ans. Il est effrayant, ce chiffre. Ouais. Mais enfin... Parce que c'est dans la tête, parce que tu vois, moi, quand j'ai eu 30 ans, ça m'a fait flipper. Tu sais, quand le chiffre 2, il se transforme en chiffre 3, là... Ouais, je t'avoue que ça m'a fait flipper. Mais après, c'est encore une fois quelque chose qui est dans ta tête. Tu vois? Moi, aujourd'hui, en plus, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo de Sophie Marceau qui disait ça. Et moi, je l'ai pensé avant de voir cette vidéo. Et j'ai tous les âges. Elle disait ça. Moi, je l'ai pensé aussi. Je me disais, j'ai 52 ans, mais j'ai tous les âges. C'est toi qui décides, en fait. C'est vrai. Parfois, je vais être légère avec mes gamins comme si j'avais l'âge de mes gamins, tu vois. Mais la puissance, c'est qu'on a tout. Ça veut dire qu'on a aussi la maturité, une certaine sagesse qu'on n'avait pas quand on avait 20 ans. Y a des choses aujourd'hui que je vais prendre avec beaucoup de recul. Je vais relativiser des choses qui, à l'époque, émotionnellement m'effondraient, tu vois. Aujourd'hui, je me sens powerful, en fait, face à des situations que... Même par rapport aux relations, que ce soit amicales ou amoureuses, tu vois, ces 52 ans-là, ils sont une richesse pour moi. Donc certes, je suis peut-être moins jolie, moins fraîche, mais
Non, là, on se demanderait c'est quoi ta skincare, comme disent les jeunes là, qui ont 20 ans. Mais je vais. T'as vu comment j'étais là sur le Hit Machine là? T'as vu cette fraîcheur? Mais il a dit, mais c'est elle. J'ai dit, oui, c'est elle. J'ai dit qu'on est jeune, on a le temps. Hein, les cheveux sont raidis. Oui, bien sûr. Bon, ça c'était pour la télé. J'aurais pu laisser mes boucles, mais voilà, j'avais besoin c'était exclusivement pour. Oui. J'étais pas lissée comme ça tous les jours. D'accord. Mais voilà, après. Ça peut arriver de temps en temps, je me regarde dans le miroir, je me dis, ah quand même, t'as pris cher. Moi, je trouve pas. Mais oui, bah après, c'est mignon et tout, mais j'aime beaucoup ça parce que la plupart du temps, les gens me disent que je fais pas mon âge. Ben, tout à fait. Et j'en ai conscience. Mais il y a aussi, je me retrouve parfois avec des jeunes d'une vingtaine d'années qui me croisent et qui m'appellent madame, tu vois, ça me fait bizarre. Appelle-moi Méda, c'est presque pareil. Tu vois. Mais voilà, j'ai l'âge que j'ai et je dis pas que j'ai toujours assumé certaines périodes de ma vie, comme je te disais pour les 30 ans. Mais aujourd'hui, j'ai un regard différent. Et en fait, je suis fière parce que j'ai mon âge et tous les bagages qui vont avec, en fait. Ça. Ouais. Donc c'est cool parce que j'ai beaucoup de choses. Du coup, je suis maman de 5 enfants. Tu vois, à chaque fois que je dis ça, les gens disent mais non. Oui, c'est vrai. Je suis là, je kick au mic, donc j'ai aussi un petit peu 25-30 ans, tu vois. Je suis prof, les élèves elles m'appellent madame. Je suis là, je suis autoritaire. Vous allez vous taire maintenant, hein. Tu vois, donc tu sais, du coup j'incarne beaucoup de rôles à travers ces différents âges, tout en étant moi-même en fait. Tu vois, c'est des rôles qui sont moi. Donc c'est puissant. Et voilà, et je le porte avec fierté, du coup. Tes enfants, ils te... Alors, j'ai ces 2 questions en une. Peut-être que des gens te diraient, ouais, mais c'est un peu tard, oui, mais je le dis pas parce que je le pense, mais 45 ans, c'est vieux déjà pour eux, donc ils vont se dire, ouais, c'est vieux. Et tes enfants, alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors déjà, mes enfants, ils sont super fiers de leur maman. Mes enfants, ils n'arrêtent pas de me dire, mais maman, t'as 52 ans, mais nous, on ne te trouve pas. Parfois, les gens, ils bug parce que pour eux, de toute façon, j'ai une 40aine d'années. C'est vrai. Donc, pour la plupart des gens, j'ai une 40aine d'années, donc c'est top. Après, il y a le sport qui aide beaucoup, hein, l'entretien physique. Il y en a qui font du sport et je pense aussi, il y a le sport et il y a aussi l'état d'esprit. Parce que quand quelqu'un est aigri tout le temps, moi, je suis quelqu'un, et franchement, je force pas, hein, mais malgré tout ce que j'ai pu traverser, j'ai toujours gardé le sourire. Mais vraiment, et j'ai jamais forcé. De toute façon, si je force un sourire, il y a un gros rictus, c'est mort. Tu vois. Ça se voit. Je sais pas forcer un sourire. Mais c'est vrai que je passe plus de temps dans une journée, et encore plus maintenant, parce que c'est vrai que je peux pas dire que, voilà, il y a eu quand même un certain nombre d'années, et malgré tout, j'ai quand même beaucoup souri. Mais il y a eu des années difficiles. Et je pense que ça joue beaucoup sur ton physique, sur les traits de ton visage. Le fait de déjà prendre plus le positif que le négatif et se dire que voilà, demain est un autre jour, même s'il y a des épreuves à traverser, etc. Ça joue sur ton physique. Les gens, c'est limite vérifiable, hein. Des gens qui ruminent leur malheur, tu vas voir leur visage, ça se voit sur leur visage. Et même moi-même, qui ai vécu une période de ma vie difficile, il y a des gens, quand j'ai commencé à sortir de cette période, qui m'ont croisé, qui m'ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? T'as fait quoi à ton visage ? Il y a un truc qui a changé. » Je te promets. Je voyais des mamans de l'école, là, voilà, des dames que je connais vite fait, qu'on se croise, on se dit bonjour. Elle me dit « Mais t'as fait quoi à ton visage ? Il y a un truc qui a changé. » Et tu sais, sur le coup, plusieurs personnes m'ont posé cette question. Et j'ai mis du temps à réaliser que voilà, non, mais en fait, c'est dedans que ça a changé. En fait, je me sens beaucoup mieux. Donc, ça se voit à l'extérieur quand tu te sens bien. Et donc, tout ça cumulé, je veux dire, ça finit par se voir dans un sens ou dans l'autre sens. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses qui me donnent, entre guillemets, cette fraîcheur pour mon âge. Parce que voilà, c'est... Ouais. Il y a un titre qui se prépare et qui se travaille avec... Monsieur Little D. Little D. Dédicace. Dédicace, ouais. Alors, Little D, votre rapport date de l'époque de Leslie. Ouais, même un petit peu avant. D'accord. Ouais, même un petit peu avant. Disons que ça... À la base, Little D et moi, on a été présentés, justement, tu nous vois sur le Hit Machine. Donc, c'est une personne qui avait sa petite maison de disques.
qui m'avait repéré moi sur scène parce que je faisais un peu des open mic. Je me rappelle, c'était à la Flèche d'Or. J'allais assez régulièrement. Il y avait des passages à la Flèche d'Or. Et moi, je chantais le refrain d'un gars. Enfin voilà, je me produisais sur scène. Et donc, j'ai été repérée et il y avait un projet qui se mettait en place de faire un featuring, donc la femme qui rappe et le gars qui chante. Parce que, il y avait déjà des choses qui s'étaient faites dans l'autre sens. Et donc, ils avaient voulu essayer de... Voilà. Et à l'époque, quand on nous avait proposé le projet, c'était sur une reprise de Hotel California. Les Eagles. Voilà, exactement. Donc, on avait enregistré et tout, mais on n'avait pas eu les droits. Donc, on a refait un autre titre, et le fameux titre qui est passé au Hit Machine. Quand on a fait ce titre-là, je sais même plus comment ça s'est passé, comment on nous a proposé de le faire à la télé. Et j'ai même pas compris, parce que tu vois, après, les souvenirs, ils sont flous. J'ai même pas compris pourquoi il a pas plus été diffusé. Enfin, voilà, que ça a pas, la mayonnaise n'a pas pris, on va dire. J'ai pas trop compris ce qui se passait à ce moment-là. Tout ce que j'ai retenu, c'est que suite à ce passage à la télé, il y a eu la fameuse proposition de signature en édition. Et dans le fait aussi que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai complètement zappé ça, mais c'est un point ultra important. Il y avait certes le contrat d'édition que je voulais comprendre, et il y avait aussi autre chose qui me gênait, c'est que on était passé avec Little D, mais que Sébastien Gatillon me proposait moi en solo. Donc à la base, Little D et moi, on était un groupe qui s'appelait Ness. Et le fait qu'il me propose en solo, même éthiquement parlant, enfin tu vois, je sais pas si on dit éthiquement parlant, mais oui, juste par respect pour le fait que j'avais fait quelque chose à deux. Bon, Little D, je le connaissais pas depuis longtemps, mais on avait quand même vécu une aventure en enregistrant ce titre, en faisant ce passage à la télé, etc. Il y avait des liens qui s'étaient créés, et je me disais, voilà, c'est pas cool de signer moi solo de mon côté et de me proposer à moi et pas à nous deux, tu vois. Donc ça m'avait aussi beaucoup bloqué. Ouais, j'avais complètement zappé ça, mais c'était la loyauté, il faut être loyal. Ouais. Et comment, quasiment même plus de 30 ans plus tard, vous vous retrouvez à bosser encore un titre? Alors, en fait, Little D et moi, on n'a pas vraiment coupé le lien. En fait, il a contribué à ma survie dans ma période sombre parce que dans cette période où j'étais en train d'éduquer mes enfants, très régulièrement, il m'envoyait des yaourts et j'écrivais des chansons. En fait, il m'envoyait des yaourts et parce qu'il était connecté avec une boîte de prod qui était... alors, j'ai plus les noms et puis je sais pas si c'est intéressant. Mais qui était, par exemple, j'avais des textes pour Morane, pour, comment il s'appelle, là, celui qu'on surnomme la tortue, là. J'ai oublié son nom, mais je vois avec les lunettes. Oui, voilà. Pour Morane, pour lui, pour Yannick Noah, pour... il y avait qui d'autre mince. Bref. Il y avait plusieurs artistes quand même connus. Et ça n'a jamais abouti parce qu'on choisissait toujours ceux qui étaient déjà dans le sillage, en fait, qui étaient déjà dans le sillon. Enfin, voilà, on choisissait plus les titres proposés par des personnes qui avaient déjà fait leurs preuves. Enfin, tu vois, tu connais le système, hein, voilà. Mais bon, il lâchait pas. Et en plus, le problème, c'est qu'à chaque fois, on lui envoyait le mail avec une proposition, voilà, on a besoin d'un titre sur tel thème. Nanana. Donc nous, on se lançait, il faisait le son avec son équipe. Il envoyait, on était plusieurs auteurs, je crois qu'on était 2 ou 3, 2 sûrs. Et après, le texte qu'il préférait, il le proposait. Et voilà. Et voilà, on lâchait pas l'affaire. On se disait un jour, ça va finir par marcher. Et moi, ça m'animait, même si ça n'aboutissait pas, le fait d'avoir un défi, un yaourt avec une top line. Voilà, et des textes à écrire, j'écrivais, et donc il y a tout un répertoire. Et tout ce que je sais, c'est qu'il y a une chanson que j'ai écrite qui est un petit peu sortie, mais voilà, ça n'a pas trop marché, mais par une jeune femme qui avait fait alors je crois que c'était la Nouvelle Star. Attends, c'est la Nouvelle Star, je crois. Celle qui était, elle s'appelle, celle qui était malvoyante. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Une malgache. Oui. Oui.
Comment c'est oui. Comment c'est déjà malgache, elle est, Bah tu vois, elle est. Mais oui, elle est ouais, réunionnaise, non? Oui. Ouais. Comment c'est déjà son nom? Je sais juste qu'elle a une très belle voix. Ashley Forte, non? Je sais plus. Bref, en tout cas, voilà. Donc elle, c'est sorti ma chanson, je me souviens. Mais après, voilà, il n'y a pas eu de suite parce qu'au niveau de sa DA artistique, c'était un peu compliqué. Et bon, j'étais quand même contente. Hein. J'ai un titre que j'avais écrit qui était sorti sur les plateformes. J'ai touché un peu de SACEM. Bon. Mais voilà, en tout cas, mes chansons, voilà, on est resté connectés tout le temps, de près ou de loin. Il est quand même assez frileux pour faire de la production. Enfin, tu vois, il est très select. Et il n'était pas trop dans le rap. Et donc, du coup, moi, même quand j'ai commencé, je n'osais pas trop lui demander. Mais quand je lui ai proposé le projet de ce titre-là que je vais sortir, je pense qu'il a remarqué que j'avais glow up un peu dans le rap. Il a dit qu'il y avait quelque chose à faire, tu vois. Donc, quand il a vu ce que je proposais et tout, il a eu un coup de cœur. Il a dit, vas-y, go. Et direct, on s'est donné rendez-vous. Il m'a fait le son. Il m'a fait la prod et tout. Et de là, j'ai écrit le texte. Et hop, rendez-vous, on enregistre. Et on a même fait le clip. Donc voilà. Donc, tout est en cours, là. C'est en cours de finalisation. Et j'ai hâte. C'est un titre parmi tant d'autres ou juste un titre? Alors, c'est un titre parmi tant d'autres parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup écrit. Donc maintenant, un à un, alors je vais pas sortir un album comme ça d'un coup. Je vais les sortir tranquillement, un par un. Donc suite à celui-là, je vais entamer la réalisation du prochain. Si on dit ça, on dit une réalisation. Ouais. Donc voilà. Il faut savoir que j'ai aussi là au four... Je crois que le four, ça y est, c'est cuit, mais faut attendre que ça refroidisse et que ça sorte du four. On peut te suivre sur tes réseaux, là, sur Instagram? Oui, tout à fait. Surtout sur Instagram, je vais créer mon compte YouTube. D'accord. J'ai décidé que j'allais participer à un tremplin là, qui est en place, qui a l'air assez conséquent. Bon, après, je sais pas trop ce que ça va donner. J'y vais vraiment la fleur au bout du fusil, tu vois. C'est les Senteurs de rap. D'accord, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est les Senteurs de rap. C'est un assez gros événement dans le rap. Donc, c'est un freestyle face cam, sans montage, sans filtre. J'ai préparé, donc je vais mettre sur YouTube parce qu'il faut le mettre sur YouTube, apparemment. Donc, voilà. Donc, je vais profiter d'ouvrir mon compte YouTube avec ça. En fait, je t'écoute depuis le début et le sport et la musique, ça a toujours... j'ai l'impression que je ressens la passion pour la musique. Ça fait partie intégrante de ton être. Ouais. Est-ce que... Après, libre à toi de répondre ou non. Oui, dis-moi. Est-ce que tu t'es pas senti enfermé dans ta vie privée? Est-ce que ta vie privée n'est pas venue faire de l'ombre à ta vie artistique? Ah, mais carrément. Ah oui, si. Ah bah oui. Oui. Mais tu as su lire entre les lignes. Oui, mais complètement. C'est là, justement, c'est ma vie privée qui a effacé mes dalories, en fait. Qui l'a en tout cas temporairement effacé, sans que je m'en rende compte. Parce que tu sais, la vie privée, c'est une rencontre, c'est tomber amoureuse, c'est tout donner, en tout cas moi, pour ma part, après chacun fait... mais très souvent, en tout cas, surtout nous les femmes, on a une grande abnégation, enfin tu vois, on est prête à se laisser de côté pour l'être aimé, pour les enfants naissants. Et ça, petit à petit, oui, effectivement, ça m'a effacé artistiquement. Il n'y a pas eu de continuité. Alors, mon premier enfant est né en 2003. J'ai un doute. Il est né en 2003, non, voilà. Je me souviens que ma dernière scène, c'était en 2005. Ah oui. Donc après, il y a eu le début de ma dernière scène. Je me souviens, j'avais fait... c'était Shirley Soignon. À l'époque, elle n'était pas encore humoriste. Elle organisé un genre de festival musical.
Et ça se passait, je crois que c'est l'Étage. Il y a une salle qui s'appelle comme ça. L'Étage, oui, à Paris, oui. Ouais, voilà. C'est où, le 11e, un truc comme ça, non? Ouais. Voilà, elle avait son petit label, ça s'appelait Why Not Project. Et donc, je me souviens d'avoir fait une scène là, dans ce cadre-là. Et après ça, tu vois, il y a une espèce de trou noir, tu vois. Plus rien ne s'est passé par la suite. Si, il y avait... Ah oui, j'avais eu aussi été... J'étais avec un groupe qui s'appelait Méditer, via Little D. J'allais au studio pour écrire leurs textes, pour les aider parce qu'il y avait des projets, notamment de passer dans... Oh là, j'ai complètement oublié ce que c'est ce truc-là. L'Eurovision, c'est quand t'as un chanteur français, voilà. Oui. Et donc voilà, je me souviens avoir participé à ces projets-là. Et après, ça est devenu problématique que j'aille au studio la nuit avec le père de mes enfants. Il y a pas mal de petites choses qui sont venues peu à peu se greffer. Et donc moi, j'ai gentiment quitté tout ce qui faisait côtoyer la jante masculine pour avoir une certaine paix sociale et pas trop de questionnements. Et ça s'est fait vraiment progressivement. Et donc, qui dit, voilà, tu vois, finalement, tu te coupes un peu du monde. Tu te coupes vraiment du monde même, hein, pour parler franchement. Et donc, tu te coupes aussi de la vie artistique, puisque qui dit vie artistique dit quand même beaucoup de relations à l'extérieur. Enfin, je sais pas, tu côtoies des gens hein, quand tu es dans le monde artistique, ça va de soi. Et donc là, c'était pas compatible avec ce qui était en train de se mettre en place au niveau du couple. Et puis moi, j'avais l'excuse, entre guillemets, parce que mon rôle de mère, je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Hein, voilà, mes enfants, il y en a 5. Quand tu fais 5 enfants, c'est pas... même si les 2 premiers, c'est un peu des accidents. La suite, voilà, voilà. Bref, en tout cas... les 2 derniers aussi, hein, ils sont arrivés ensemble, donc je pouvais pas prévoir, mais j'en suis heureuse, tu vois. Les derniers, ce sont des jumeaux? Oui. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, ça a, effectivement, pour vraiment répondre à ta question, ça m'a vraiment éloignée de la musique, ma vie privée. Ça m'a aussi un petit peu éloignée du sport. Un petit peu parce que, voilà, le père de mes enfants est très sportif, donc j'avais toujours un pied un peu dans le sport. Puis mon métier, c'était prof de sport, donc j'étais quand même, je touchais le sport de près, mais moi, ma condition physique, elle n'était pas optimale, en tout cas dans cette période-là. Je sais qu'il y avait moyen, tu vois, de faire beaucoup mieux. Donc, c'était pas régulier. Je faisais un peu de sport. Je savais que j'étais une sportive dans le fond. Mais c'était pas régulier. Et c'est à partir de 2017, j'ai commencé à coacher des femmes. Et du coup, je m'auto-coachais en les coachant, tu vois. Donc, ça m'a permis un peu de réveiller ma condition physique. Parce qu'elle était pas inexistante, mais elle était pas optimale. Donc voilà, ça aussi, ça avait ralenti. J'étais pas la meilleure version de moi, en fait, hein, on va dire. C'est vraiment ça qu'il faut. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, c'est un truc de fou. Parce que même aujourd'hui, hein, moi, je suis pleine de gratitude. Et juste comme ça, je peux me retrouver comme ça à marcher avec tu vois, le soleil qui me caresse le visage et me dire, putain, ma vie, elle est trop belle, ma vie. Oui. Tu vois, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Le milieu artistique, allié artistique, vie privée, c'est. Enfin, des ambiances studio, c'est chaud. Je dirais maman aussi, hein, parce qu'on avait rencontré une chanteuse. Je sais pas si tu te rappelles, et le gars, il a fait un peu le mec jaloux et tout. Il s'est mis en avant, s'était mis en avant. Oh là là. Mais comment tu me rappelles des trucs pareils? Donc t'as ça, et puis t'as le fait d'être maman, la culpabilité, oui, tu vas au studio, tu laisses tes enfants là. Après, ça peut venir de n'importe qui, hein, mais c'est souvent l'entourage qui t'encourage à à la maison. Oui, enfin, je connais une femme aussi qui m'avait laissé sous-entendre que la vie de studio n'était pas compatible avec... C'était compliqué, oui. Bon, là, ça va être cuté, hein. Mais nous, quand on s'est rencontrés, moi, il m'a dit, oui, je savais qu'il travaillait dans la musique, mais moi, je connaissais pas. Il me dit, oui, quand on aura notre appart, tu auras un studio. Je dis, bah oui, d'accord. Il me fait, oui, dans la chambre. Je dis, non, pas dans la chambre. Mais je ne savais pas à quoi ressemble un studio jusqu'à ce qu'on emménage. Il déballe son bureau, un bureau qui fait ça comme ça, avec son synthétiseur, son micro pop-up là, et des gens qui viennent enregistrer dans le salon. Tu vois, ouais. Voilà.
C'était... La vie d'artiste. Je t'avais dit. La vie la belle d'artiste. époque. Il n'y a pas eu de est-ce que tu es d'accord. Il y aura un studio. Voilà. T'as dit oui. Le mot le plus court, oui. Ouais, tu vas pas dire non. Mais ouais, on a fait de belles rencontres. Il y a eu de belles aventures. Bah De oui. belles aventures, c'est voilà, le pire de jadis. Mais c'était, À partir du moment où c'est de l'art, franchement, ça peut apporter que de bonnes choses. Bah oui. Mm. J'ai 2 questions. Mhm. J'ai 2 questions. Micro. Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, mais tu parlais en regardant. Pardon, là. oui, j'ai 2 questions. La première, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage à tes enfants? L'image de toi. Ah. Écoute, l'image de moi, de moi, de qui je suis en vrai, quoi, en fait. Et surtout, une image de moi, mais tu vois, avec une intention de transmission. Parce que, tu vois, j'ai 5 enfants, mais les 2 premiers, je les ai pas élevés comme les 3 derniers. Et tu sais, je suis beaucoup plus laxiste avec les 3 derniers. Mhm. Alors, dans un premier temps, je pourrais me dire, parce que je me suis souvenu, surtout avec un enregistrement audio de l'époque où les 2 premiers étaient petits, à quel point ils étaient sages, disciplinés, carrés, droits, mais ils me craignaient. Bah, moi, je veux pas laisser cette image-là à mes enfants. D'accord. Je veux, peu importe le fait d'être laxiste, moi, je veux plus les éduquer avec la peur, je veux les éduquer avec l'amour. Donc, c'est pas facile, ça demande de la patience, mais je pense que c'est comme ça qu'on devrait éduquer les enfants. Voilà. Ça me fait penser à 1 Corinthiens 13 dans la Bible. L'amour est patient, l'amour est... Et l'amour, et l'amour. Et c'est vrai que c'est la base, c'est l'amour. Il ne voit pas du mal, il ne médite pas du mal. Très fort. Très, 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 très fort. Et dernière question. Oui. Ah, t'es carrément ému de ta question. J'arrive plus à me relire. Qu'est-ce que tu dirais à la Médalorie de 25 ans? Je t'aime. Oh, moi aussi. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Ouais. Mais c'est très concis. C'est mais très tu concis. sais, ouais. Tu sais, comment te dire ça sans trop en dire. Là, aujourd'hui, dans ce podcast, je dirais juste je t'aime à Médalorie de 25 ans. Mais vous allez bientôt savoir tout ce que je vais lui dire à Médalorie de 25 ans. Il n'y a pas de souci. Ok. Ça marche. Merci beaucoup, Merci, Médalorie. Merci beaucoup pour ce temps. Le public, notre public. Moi, je vous dis merci à vous. Standing ovation. Merci de m'avoir accueilli. Voilà, Merci. c'était un plaisir. Merci d'être venu jusqu'à Mitry. Dédicace ce podcast à tes 5 enfants, Ouais. tes 5 victoires, tes triomphes, tout ce que tu veux et tes 5 combats. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est... Ok. Ouais. On se dit à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Abonnez-vous.